Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Al-Mouatine pour une nouvelle émission Voix de fait spéciale élection 2018 que nous avons ce soir avec nous sur le plateau d'Al-Mouatine. Le parti Salam, c'est un nouveau parti, donc je donnerai la possibilité, la parole tout à l'heure à mes deux invités pour parler justement, nous expliquer l'origine de ce parti, les objectifs de ce parti, etc. Donc pour en parler directement, j'ai sur le plateau Monsieur Michel Dardenne, qui est tête de liste Parti Salam à 1000 Bruxelles. Bonsoir Michel. Bonsoir, salam alaikum. Salam alaikum. J'ai aussi Monsieur Hussein Belleil qui est aussi dans le parti, qui représente ici le deuxième parti qui est en partenariat. Vous allez nous expliquer tout le mécanisme en fait de ce partenariat qui représente le parti MPE. Donc voilà, vous allez en parler tout à l'heure. Bonsoir Monsieur Hussein. Donc Michel Dardenne, on va d'abord commencer par expliquer le parti Salam. Pourquoi vous étiez au départ avec le parti Islam, d'ailleurs Hussein aussi, et vous avez décidé à un moment donné de quitter ce parti et créer un nouveau parti. Pourquoi? C'est quoi la nécessité de développer un nouveau projet? Oui, voilà, en réalité, moi j'ai déjà été à plusieurs, tout au long de ma carrière, j'ai déjà été dans plusieurs partis, hein, le PSC qui est devenu le CDH, j'étais à l'Open VLD, je suis aussi passé par le parti Islam, donc j'ai été un petit peu voir tous les partis, mais dans tous les partis, il y a vraiment des gros problèmes, c'est que on ne parle pas de valeurs, on n'a plus le droit de parler des valeurs, sauf chez Islam, enfin là ils sont vraiment un petit peu sectaires, donc finalement même ce nom Islam ne va pas du tout en politique, donc là... Peut-être sectaire, ça veut dire exactement... C'est-à-dire qu'ils s'orientent un petit peu trop vers uniquement les musulmans, et ça veut dire que bon, rien qu'avec le mot Islam, écoutez, un chrétien il se retrouve pas, un athée il se retrouve pas, donc ça veut dire que nous on a vraiment voulu faire un parti citoyen qui s'adresse à tous les citoyens, y compris les croyants, et j'ajoute bien ça, y compris les croyants, parce qu'une majorité des citoyens en Belgique sont croyants, mais dans tous les partis politiques, chaque fois qu'ils veulent parler de valeurs, on leur dit taisez-vous, on parle pas de religion dans la politique, alors que finalement la religion, écoutez, le dernier qui a dit ça, je crois c'est Yvan Mayer, qui a dit pas de religion en politique. Et je lui avais, en interposé, je lui avais dit, la religion, c'est ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir. Eh bien, il y a beaucoup de politiciens qui veulent tricher, qui veulent mentir en politique. Il y a déjà eu tellement de scandales. Donc les gens, ils en ont marre. Ils en ont tous marre. Donc on veut un parti avec plus d'éthique, plus d'honnêteté, de moralité. Et donc vraiment, c'est ce que nous avons essayé de faire. Et le nom Salam, le choix du nom, c'est venu comment? Salam, écoutez, c'est un prêcheur chrétien en réalité qui a voyagé beaucoup à l'étranger, un Belge, et qui trouvait que Jérusalem, la cité de la paix, vraiment que le mot paix c'était vraiment ce qui allait le mieux, hein. On en a fait même pour santé, amour, liberté, égalité et moralité. Voilà, ce sont un petit peu les choses qu'on veut poursuivre aussi. Mais c'est donc un parti qui s'adresse où on peut parler d'économie, on peut parler de science, mais on peut aussi parler de religion. Il n'y a aucune raison d'exclure ce sujet qui est d'ailleurs souvent très mobilisateur. Il n'y a aucune raison de sortir ce sujet de ce que les citoyens veulent. Ok. Là aussi, vous êtes donc sur Liège, vous représentez le parti MPE et vous allez vous présenter en même temps avec le parti Salam. Donc, c'est quoi ce parti en fait? Le mouvement pour l'éducation, c'est un parti mouvement pour l'éducation qu'on a fait une seule liste avec le parti Islam en 2014. Voilà, on a fait presque 6000 voix à Liège. Maintenant, voilà, je me présente avec MPE. J'étais avec Monsieur Dardenne à parti Salam, mais je me présente parce que on a trouvé des signatures qui sont déjà prêtes. Je me présente le seul candidat à Liège. Oui. Et pourquoi vous avez quitté le parti Islam, vous, Monsieur Hussein? Moi, j'ai quitté le parti Islam parce que voilà, on n'était pas bien hein, dans les choses qu'ils ont dit, et moi j'étais contre ce pays. Par exemple, mais ils ont un programme que j'étais contre, voilà. Sur quel point? Le poids, parce que moi je suis contre le charia en Belgique. Eux, ils ont dit qu'ils vont faire le charia, et moi je suis pas pour le charia en Belgique. Donc vous êtes contre l'instauration je suis contre, moi je suis pas contre eux,
mais je suis contre Sharia en Belgique. Ok. Bah donc, on va commencer déjà par la première partie de notre émission, Michel Dardenne, puisque vous pouvez nous parler d'abord en premier lieu du bilan par rapport à vous de la ville de Bruxelles. Quel est le bilan? Comment vous voyez justement le déroulement de ce mandat politique depuis 2012 à la ville de Bruxelles? Est-ce que vous êtes satisfait, pas satisfait? Oui, mais non, écoutez, non, il y a une grande insatisfaction dans nos populations à divers niveaux. Hein. On va pas s'attarder sur le piétonnier, qui a été évidemment quelque chose qui sans doute a largement contribué au fait que Yvan Mayer a finalement dû quitter, hein, parce que ces politiciens, ils font toujours tout seuls et ils ne négocient pas avec les citoyens. Mais à Bruxelles, la situation est devenue très très compliquée. Nous avons 2/3 des Bruxellois qui ne sont pas nés en Belgique. Ça veut dire que déjà, je ne vais pas parler même de l'aspect culturel, mais même sur l'aspect linguistique, c'est même très difficile. Donc je veux dire, il y a des tas de gens qui ne s'adressent pas aux politiciens parce qu'ils ne parlent pas roumain, ils ne parlent pas arabe, ils ne parlent pas anglais. Comment solutionner ce problème? Eh bien, mais donc, en réalité, ce problème de distance entre le monde politique et les citoyens, c'est un problème qui n'est pas neuf en Belgique. Hein. On a déjà eu ça avec le pays qui était bloqué pendant près de 2 ans avec BHV, hein, Bruxelles Vilvoorde. Et donc, les politiciens, ils étaient tous bloqués sur leur point de vue et ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord pour faire un programme. Et le G1000, hein, le seul nom qui a été donné à un parlement citoyen, c'est une méthode qui existe d'ailleurs dans les multinationales, hein, c'est rien de neuf. Cette méthode, ils l'ont appliquée avec des citoyens, donc ils ont rassemblé des citoyens, d'abord un large éventail, et puis pour sélectionner et arriver finalement à 700 citoyens, mais qui ont fait un programme pour le gouvernement. Et dans ce programme, je crois qu'il y avait 2% des citoyens qui attachaient de l'importance à BHV. Et donc les politiciens, brusquement, ils ont vu que les citoyens, ils s'en foutaient de ce BHV. Et puis finalement, ils ont tous lâché un peu de l'est pour finalement faire un programme économique, social que la population attendait. En dehors des piétonniers, est-ce qu'il y a d'autres éléments, par exemple Écoutez, à Bruxelles, oui, il y a des choses gravissime qui sont passées. Le piétonnier, ça a complètement déstabilisé le centre. Je ne vais pas dire qu'à long terme, c'est peut-être bon, mais vous savez, mais cette transition pour passer de l'ancienne situation à une nouvelle situation, écoutez, ça fait des années qu'il y a des travaux. Un commerce ne tient pas, n'est-ce pas? Il y a des tas de citoyens qui finalement ils cherchent ailleurs d'autres endroits pour faire leurs courses et donc on perd beaucoup avec ça à Bruxelles, hein. Mais il n'y a pas que ça, il y a des tas de problèmes de sécurité aussi à Bruxelles, hein. La délinquance, écoutez, la drogue on la vend partout maintenant, hein. Je veux dire, moi quand j'emmène mes enfants à l'école, je commence à avoir peur, hein, parce que je veux dire, c'est vraiment un gros problème. Enfin, d'ailleurs, mon collègue peut en parler. À Liège aussi, il y a des gros problèmes. Donc, il y a le problème aussi par exemple les fêtes à Bruxelles. On fait des fêtes chrétiennes, on fait des fêtes chinoises. Alors c'est bien, hein, il y a 2 milliards de chrétiens dans le monde, il y a 2 milliards de Chinois dans le monde, c'est très bien. Mais il y a aussi 2 milliards de musulmans. Et là, les autorités, moi j'ai essayé plusieurs fois avec des signatures pour aller me prendre la parole au conseil communal, mais ils refusent simplement le contact avec les citoyens. Ils refusent tout. Alors que, nom d'une pipe, on a 2 milliards de touristes à attirer pour les fêtes musulmanes à Bruxelles, ce qui donnerait plein de travail, ce qui ferait plein de chiffres d'affaires. Il y a aujourd'hui, vous savez, moi j'étais à Paris l'autre jour, j'ai discuté avec un monsieur, je voyais sa femme était avec le niqab, et puis on discutait un petit peu. Ah, je dis, je suis de Bruxelles. Ah oui, dit, on venait beaucoup à Bruxelles, mais on vient plus parce qu'on dit toujours à ma femme, on ennuie ma femme, elle doit enlever son niqab, etc. Pourtant c'est transparent. Et donc moi je viens me dépenser mon argent maintenant à Paris. Donc je veux dire, Bruxelles, du fait de se fermer à cette culture musulmane, eh bien, perd plein d'argent. Et alors, donc ça, c'est inacceptable. Parlons des fêtes, la question de l'abattage rituel, l'abattage à domicile récemment, donc on a entendu d'ailleurs pas mal de messages sur les réseaux sociaux, donc le buzz de l'abattage privé à la base. Donc beaucoup de politiciens nient le fait d'avoir signé une pétition, etc. sur l'abattage à domicile. Oui, enfin j'ai vu ça aussi sur les réseaux sociaux. C'est la liste, c'est pas des signatures, c'est des votes. Ils ont voté au Parlement. Mais qu'est-ce qu'ils ont voté exactement, Michel? Ils ont voté des choses pour restreindre la souffrance d'animaux dans les laboratoires, hein, mais notamment ils ont voté pour interdire
l'abattage privé. Ça veut dire celui qui a un jardin, qui a des animaux dans le jardin, à Bruxelles, parce que c'est pas tous des appartements à Bruxelles, il y a encore des gens qui ont des beaux jardins à Bruxelles, eh bien, ils peuvent plus abattre leurs animaux, ils doivent prendre leur animal et aller à l'abattoir maintenant. Donc le privé et le rituel. Alors attendez, encore une fois, ils ont fait une loi, mais encore une fois, la loi, elle permet encore des échappatoires, bien heureusement. Hein, donc ça veut dire que en réalité, on peut quand même encore, sous certaines conditions, quand même encore faire l'abattage privé, bien que l'objectif, quand même, et la compréhension que les politiciens ont, ceux qui ont voté, ben, ils croient vraiment qu'ils ont voté un texte pour l'interdire complètement. Hein. Et ils l'ont fait pour être bons soldats de leur parti, hein, parce que je leur parle, je dis, mais comment est-ce que vous faites? Vous êtes de la communauté musulmane, vous défendez les musulmans, et vous votez l'interdiction de l'abattage privé. Mais s'ils nient, ils disent que c'est pas vrai, ils répondent tous presque sur leur page Facebook, etc., en disant que c'est faux. Tout ça est documenté, hein, tout ça est documenté. Hein, je ne sais même pas pourquoi ils nient, mais malgré tout, je vois quand même qu'il y en a qui combattent vraiment, hein, de bonne foi, ils combattent. Mais ils arrivent là, cette façon d'avoir des musulmans en minorité dans tous les partis, eh ben ça fait que finalement, il n'y a aucun parti qui apporte la voix ou même le vote au Parlement pour s'opposer à ça. D'accord. Et donc ça c'est pour ça d'ailleurs une des choses. Nous on voudrait rendre la voix aux croyants, qu'ils soient chrétiens, musulmans, juifs, parce que les juifs aussi. Hein, écoutez comment le président du consistoire juif, israélite, s'est prononcé. Hein, il a dit depuis les nazis, il n'y a pas eu une loi qui a osé interdire l'abattage rituel juif. Hein. Donc je veux dire, ce n'est pas quelque chose. C'est fort, c'est très fort. Toutes les églises chrétiennes se sont prononcées. Moi j'ai encore le courrier de ça, ils se sont tous prononcés contre cette interdiction parce que ça discrimine les musulmans et les juifs. Hein. Ok, Michel, on va revenir vers le programme tout à l'heure. Mais la même question, Monsieur Houssine, la ville de Liège, est-ce que le déroulement de la gestion, de la bonne gouvernance s'est bien déroulé à Liège ou pas, à votre avis? Mais dernièrement, vous savez bien qu'il y a des graves problèmes à Liège. Il y a 2 policiers qui ont été tués, plus le 3e policier qui a été tué à Spa. Mais tous les policiers qui ont été tués, ils ont tué par des drogués. Il y a un drogué qui a tué un policier. Il y a un problème de drogue majeur. Drogue, c'est Liège, c'est énorme à Herstal. Voilà, j'ai ma collègue, Madame Chapi Sabah, qui a récolté 1000 signatures contre la gestion et contre certains bourgmestres qui n'ont rien fait parce qu'elle a posé des plaintes, ça fait 8 ans et 7 ans, rien n'a bougé. Elle a donné même des noms des personnes qui sont très dangereuses, mais rien n'a bougé. Et je vois encore pour les politiciens belgo-arabes qui sont dans la politique, dans des partis X, voilà, et qui sont que des figurants, ils sont pas des acteurs. Moi, je parle avec les citoyens belges, les citoyens marocains et turcs. Il faut pas qu'ils vont donner leur voix pour quelqu'un qui va pas chercher pour eux une loi qui va protéger notre religion. Plus les politiciens, malheureusement, il faut pas, les musulmans, ils vont donner leur voix pour des personnes qui vont chercher que des lois contre eux. C'est ça que je vois à Liège. Et plus il y a des migrants qui sont dans les rues en France, parce que je fais en même temps président d'une association humanitaire et de migrants Europe-Maghreb. J'étais contacté par une fille qui est une association, Madame Fatou, qui a dit qu'il y a des jeunes enfants de 12 ans, 14 ans dans les rues en France qui sont mal surveillés. Et on peut devenir même, on peut voir même ils vont tomber dans des mains des personnes qui sont dangereuses. On peut voir même des personnes dans le terrorisme dernièrement. Parce que, voilà, c'est ça que je dis pour Liège. La situation est très grave. La drogue, elle est très forte. Très fort. Alors, on va parler de votre programme maintenant après le 14 octobre, Michel Dardenne. Oui. Donc, vous parlez de l'enseignement et vous dites que le monde change, la Belgique doit changer aussi. Vous avez, par exemple, une critique sur le pacte d'excellence. Oui, le pacte d'excellence. Je veux dire, le pacte d'excellence, d'abord, il a été fait sans les enseignants, sans même les parents. Donc, encore une fois, c'est vraiment une insulte aux citoyens. Hein. Donc, c'est pour ça notre programme Parlement citoyen est très important. Il faut absolument que les politiciens arrêtent de travailler uniquement avec des experts entre nous qui coûtent les yeux de la tête. Hein. On ferait mieux de payer des citoyens dans un Parlement citoyen. Ils ont autant de bonnes idées que les experts, voire plus. Hein.
Donc, ça veut dire que ce pacte d'excellence, en plus, il ne donne pas de solution au problème de communication qu'il y a de grandissant entre les parents et l'école. Hein. Évidemment, les parents, c'est un élément essentiel. Hein. L'enseignement, ça se fait avec les élèves, avec les profs, mais ça se fait aussi avec les parents. Et aujourd'hui, les parents, beaucoup de parents ne parlent pas bien ni le néerlandais ni le français. Et donc, les écoles, ils n'ont pas de moyens de communiquer avec eux. Ils n'ont pas un formulaire qui peut être, par exemple, qui peuvent avoir le formulaire, le bulletin, par exemple. Hein. Je veux dire, ça serait pas compliqué de le mettre en ukrainien, de le mettre en arabe, de le mettre en chinois. Je veux dire, c'est tellement facile aujourd'hui avec l'informatique. On se demande pourquoi les parents, ils sont obligés d'apprendre le français pour faire réussir leurs enfants. C'est leurs enfants qui doivent apprendre le français. Mais les parents, ils travaillent, ils ont des tas de choses. Donc je veux dire, il y a un problème de communication aujourd'hui entre tout le monde enseignant et les parents. Vous savez, dans les écoles maintenant, lorsqu'il y a des réunions de parents, il y a très peu de parents qui viennent, parce qu'en plus, même quand les profs ils veulent parler une autre langue, anglais par exemple, ou arabe, parce qu'il y a des profs qui parlent un peu d'autres langues, eh bien, les préfets ils leur disent non, il faut parler français aux parents, alors que les parents ne comprennent pas le français, mais qui comprennent une autre langue que le prof parle. Donc, je veux dire, c'est une absurdité. Il y a vraiment, et les règlements sont toujours comme ça, hein, un prof qui parle autre chose que le français, il risque vraiment des sanctions. Donc, je veux dire, dans l'enseignement, il y a un réel décrochage de l'enseignement par rapport au public, par rapport aux parents des élèves, et ça, c'est évidemment scandaleux, parce que c'est une des grandes crises du malaise économique, social, même la sécurité. Il y a plein de gens qui décrochent du fait d'un mauvais enseignement. Oui, vous dites, Michel Dardenne, qu'il faut un statut et une organisation plus claire. Qu'est-ce qui n'est pas clair, en fait, dans ce statut, exactement? Le statut des enseignants, vous savez, en ce début d'année scolaire, moi j'entends de plusieurs enseignants, ils n'ont pas eu la désignation. Alors le préfet leur dit, écoutez, travaillez en attendant, et ils travaillent sans contrat. Écoutez, essayez de faire ça dans le privé. Un patron, il risque la tôle s'il engage quelqu'un avec qui il n'a pas d'abord fait une déclaration préalable. Et puis en plus, les enseignants maintenant, dans le pacte d'excellence, ils ont un contrat à durée déterminée, 6 ans maximum. On revoit chaque fois. Donc c'est chaque fois un CDD de 6 ans. Alors que il y a des enseignants qui travaillent 1 an, et puis encore 1 an temporaire, encore 1 an. Ils font ça 5-6 années de suite. Écoutez, dans le privé, si un employé il fait 5 CDD de suite, le patron il a des amendes à payer, et d'ailleurs le travailleur il a des droits, c'est un CDI, ça devient un CDI. Donc ça veut dire que le statut des enseignants, les enseignants sont demandeurs, ils disent nous on veut un contrat simplement comme dans le privé. Donc je vois pas pourquoi il y a un contrat spécial pour les enseignants, qui est donc précaire au fond, qui est beaucoup moins bien. Et là, en effet, il y a des choses qui seraient à remettre un petit peu, comme on dit, un peu de privé dans le public. Ça fait pas de mal. Monsieur Houssine, au niveau de Liège, comment ça fonctionne mieux, l'enseignement, par exemple? La même chose comme Bruxelles. La même chose comme Bruxelles. Il y a, dans les écoles, il y a des problèmes parce que quand on mélange la religion avec, pour les enfants, qu'ils ont par exemple 4 ans, 5 ans, on mélange la religion, nous sommes en train de stigmatiser les enfants. À l'école, par exemple, quand on dit par exemple pour les enfants, Dieu, il n'a pas un enfant, il vient l'enfant à la maison, il part avec son père à la mosquée, il dit Dieu, il n'a pas un enfant, à l'école ils vont dire Dieu. Et là, un enfant, c'est les victimes, c'est les enfants. Et en plus, on est en train de noyer les enfants à l'école. Quand on dit toujours pour un enfant, vous êtes mal travaillé, toujours mal, il faut dire au moins, c'est bien. Même il va faire une erreur, on peut dire pour l'enfant c'est bien. Pour l'enfant encouragé, il va aimer l'école. Voilà, c'est pour ça qu'on voit des enfants qui sont hors de l'école. Michel Dardenne, on va parler aussi d'un point très important de votre programme, c'est l'économie. Vous parlez de la création des richesses. Comment vous allez créer les richesses en fait? Oui, alors évidemment, ça c'est évidemment un point que je connais bien puisque je suis moi-même économiste quand même. J'ai fait des études aux États-Unis et donc voilà la gestion Keynes, masse monétaire, les masses monétaires, le fisc, etc. Je connais bien et aujourd'hui on gère toujours l'économie comme ça. Mais en réalité ça marche plus.
Hein, pourquoi? Peut-être tas de raisons, notamment parce qu'il n'y a plus moyen de gérer la masse monétaire, même à l'intérieur de l'Europe, parce que les euros et les dollars, ils voyagent tellement que de toute façon, les marchés financiers, ils sont mondiaux aujourd'hui. Ça veut dire qu'on ne peut plus gérer de façon ancienne l'économie aujourd'hui pour la relancer. D'antan, on faisait ça, on dit voilà, on va abaisser les taux d'intérêt, les gens vont emprunter, ça y est, ils vont acheter des maisons et l'économie reprend. Le système classique, qu'est-ce que vous proposez? Alors, aujourd'hui, le vrai problème, c'est que les gens n'adhèrent plus au modèle économique. Ils n'adhèrent plus parce qu'il est générateur d'injustice. Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, les riches de plus en plus riches. Donc il y a une séparation totale et les règles en plus deviennent de souvent très compliquées. Il y a plein de métiers qui sont très réglementés. Écoutez, quand vous voyez ce que doit investir un coiffeur juste pour pouvoir couper les cheveux, alors qu'en Asie, une tente sur le marché, on coupe les cheveux et ça va très bien, quoi. Donc, il y a les Asiatiques qui sont ici, ils sont obligés d'aller au chômage, au CPS, parce qu'ils savent pas investir dans un salon de coiffure, alors qu'ils sont de très bons coiffeurs. Donc, ou alors ils coiffent en noir. Ce que je veux dire, c'est que le modèle économique, il faut le revoir complètement pour que les gens adhèrent. Et notamment, encore une fois, sur l'aspect culturel et cultuel, là aussi, écoutez, quand moi j'ai habité au Maroc pendant quelques années, quand on voit là le mois de Ramadan, quand on voit le nombre de cadeaux que les gens achètent à cette période-là, les magasins, ils disent, nous, en 15 jours, on fait 70% de notre chiffre d'affaires annuel. Alors pourquoi est-ce qu'ici, c'est toujours interdit? Pourquoi est-ce qu'ici, toujours, on harcèle les musulmans qui veulent organiser quelque chose? Je veux dire, c'est pas que les musulmans, hein, les Congolais, ils se plaignent aussi, hein, les Camerounais aussi. Donc je veux dire, il y a des gens qui veulent organiser, même les Français, ils veulent organiser le 14 juillet ici. Pourquoi pas? Je veux dire, tout ça est générateur d'économie, et donc il faut absolument que les gens puissent organiser ce qu'ils veulent, et il faut arrêter de les arrêter par des tas de réglementations trop compliquées pour qu'une économie plus stable, plus flexible surtout, puisse générer beaucoup plus de richesses. Vous savez, la première Fiat, la première Ford, elles n'ont pas été construites dans une usine aux normes, hein. Elles ont été construites dans une grange, dans un petit garage. Donc ce que je veux dire, des multinationales, toutes les multinationales, elles commencent comme ça. Le premier ordinateur Compaq, moi j'ai travaillé chez Compaq, enfin elle a été rachetée par HP, cette société, mais c'est une société qui en 20 ans est passée de rien au top 5 dans le monde. Donc, je veux dire, ils ont commencé un premier ordinateur dans un atelier. Donc, je veux dire, il faut arrêter d'imposer trop de règles à n'importe quel petit commerce. Il faut que les petits commerces soient exempts de règles pour qu'ils démarrent, ils essayent de démarrer. Il y a plein d'idées innovatrices comme ça. Écoutez, l'informatique, la digitalisation, il y a des idées tout plein. Même en agriculture, il y a des nouvelles idées agricoles dans les villes. Ils doivent se soumettre à des règles qui sont juste bonnes pour les grosses entreprises. Enfin, donc, ça veut dire que vraiment, il faut permettre aux gens d'adhérer au système économique, et donc il faut écouter le citoyen. Encore une fois, le citoyen doit beaucoup mieux pouvoir s'exprimer dans tous les projets de loi qu'on fait. Monsieur Hussein, sur votre programme à Liège, par rapport à l'économie, qu'est-ce que vous avez comme proposition? Je vois, moi, le programme que j'ai maintenant, j'ai la tolérance zéro pour la drogue. Et la discrimination, voilà, ça c'est les trois symptômes qu'on a, l'enseignement et la drogue, la discrimination. Si on va travailler dans les trois choses, on peut stopper le terrorisme en Belgique. D'accord. Alors, on va passer au point suivant. Michel, on va parler de l'environnement. Donc, vous dites Bruxelles, flamand, francophone. Vous dites aussi que c'est un faux débat pour vous de parler de francophone en néerlandophone. Et c'est quoi le vrai débat? Oui, je répète ce que j'ai dit là tout à l'heure. Hein. 2/3 des Bruxellois ne sont pas nés en Belgique. Hein, donc c'est pas une question de néerlandais ou de français. D'ailleurs, je tiens à dire que moi-même, j'étais de parents francophones à Gand, en Flandre, et je me rappelle combien mes parents appréciaient le fait qu'ils pouvaient aller poser des questions en français, malgré qu'on était dans une école flamande. Hein, ça veut dire que cette barrière de la langue qu'il n'y avait pas, ça a permis à mes parents de beaucoup m'aider. Ils m'expliquaient les choses en français, soit, et j'étais à l'école en néerlandais, soit. Et ça veut dire que c'est vraiment quelque chose ici qu'on doit mettre en place à Bruxelles. On doit
beaucoup mieux être à l'écoute des gens qui parlent d'autres langues. D'ailleurs, aussi des flamands entre nous. Hein. Je suis moi-même flamand. Hein. Je trouve d'ailleurs qu'il serait temps d'avoir un bourgmestre à Bruxelles qui parle le flamand vraiment correctement, hein, pas juste un petit flamand appris en heure du soir, en cours du soir. Donc moi je trouve qu'il serait normal qu'un flamand, qui parle d'ailleurs bien le français aussi, voilà, qu'on ait un bourgmestre réellement représentatif. Hein. Et puis d'ailleurs qui pourrait parler d'autres langues aussi, hein, parce qu'à Bruxelles on parle maintenant, je ne sais pas, 140, 150 langues. Donc je veux dire, et je dis pas que le bourgmestre doit parler toutes ces langues, mais il faut absolument ouvrir l'administration à toutes ces langues. Enfin, ça se fait malgré les règlements. Vous savez, l'autre jour j'étais à la police, les policiers, ils sont obligés de parler en français ou en néerlandais, mais parfois ils parlent en turc, parfois ils parlent en espagnol, parfois... Les citoyens ne comprennent même pas les deux langues nationales. Donc, je veux dire, on doit réellement restructurer l'administration face aux citoyens, parce que les citoyens, ils s'y retrouvent plus à devoir parler le français ou le néerlandais seulement. Il y a d'autres langues absolument... regardez un petit peu tous les diplômes, les gens qui ont des diplômes étrangers, ils arrivent tous au chômage parce qu'on ne reconnaît pas leur diplôme, ils doivent payer des traducteurs, ils doivent faire des explications, c'est quoi les cours, alors que l'Europe prévoit, ça se fait d'ailleurs dans plusieurs pays européens, les voir en France, l'évaluation des compétences marche très bien. Ben, les gens disent, vous connaissez? Ben, venez passer les examens. Et vous avez réussi les examens, c'est très bien, vous avez le diplôme français. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça en Belgique? Vous savez qu'un diplôme, même un diplôme français, vous allez le faire reconnaître à la communauté flamande. Vous avez peut-être un bac plus 4. Et le même diplôme français, vous allez à la communauté française, peut-être vous avez seulement un bac plus 3. Où est-ce qu'on est ici? C'est un problème d'harmonisation de pratique. Oui, mais les gens ne se parlent plus. Et donc, ça veut dire que Bruxelles doit jouer un rôle. Vous savez, c'est un nouveau projet. Hein. C'est vraiment un défi pour l'Europe. Bruxelles est la ville la plus mélangée d'Europe. Hein, voire du monde. La deuxième au monde. La deuxième au monde, mais enfin, je sais bien, la première c'est Dubaï, mais les étrangers, ils sont dans des tentes ou dans des bidonvilles, donc c'est pas vraiment mélangé comme à Bruxelles. Donc, en réalité, si on voit vraiment le mélange des citoyens, Bruxelles est la ville la plus mélangée au monde, et donc c'est un défi à relever. Et donc, Bruxelles doit se restructurer complètement. Il y a rien à faire, c'est le seul chemin. Oui, Monsieur Hussein, à Liège, il y a aussi cette multiculturalité, il y a, par exemple, plusieurs langues, plusieurs nationalités qui cohabitent ensemble. Comment ça se passe chez vous? Mais Liège, il y a un mélange, il y a une très grande communauté marocaine. Liège, il y a des commerçants, mais le problème, il n'y a pas de société. On a beaucoup de chômage. Mais le problème qu'on a parlé, Liège, elle est devenue très, très, très catastrophique de la drogue. Oui, ça, vous m'avez dit ça 2 fois, oui. Oui, mais c'est ça qu'on voit à Liège, parce qu'à Liège, il n'y a pas de société. Il y a un problème de drogue partout. La grande chose qu'on voit maintenant, il y a des mosquées partout. Oui. Je suis pas contre les mosquées, mais à la place des mosquées, parce qu'ils ont fait des mosquées, parce que les mosquées, malheureusement, c'est des voix pendant les élections pour certains bourgmestres, mais je vois que des mosquées. Ils ont fait rien, ni de société, il y a des commerçants qui sont commerçants, il y a les mosquées. Mais on a beaucoup de chômage. Voilà. Le point sur la sécurité, Michel Dardenne, quelles sont vos propositions pour la gestion de la crise de la sécurité? Oui, alors évidemment, tout ça, il y a des choses un peu techniques. Je renseigne quand même salem.be, hein, donc que les gens aillent lire, c'est très détaillé. Mais c'est-à-dire que oui, il y a de la délinquance, il y a de l'insécurité parce qu'il y a de la délinquance, délinquance de toutes sortes. Hein. Il y a la fraude fiscale et autres. Hein. Il y a d'autres fraudes, il y a des vols, il y a des viols, il y a le terrorisme. Enfin, il y a plein de choses. Mais tout ça, c'est des escrocs, des criminels qui le sont devenus. Et finalement, il y a 3 causes principales de ça. Et les vrais, alors gérer les vols, les viols, les terrorismes, c'est bien. Et on a d'ailleurs toute une série de propositions là-dedans. Hein, je vous invite à voir sur le site. Mais il faut aussi gérer les causes de ces crimes et délits. Et les vraies causes, encore une fois, on en revient toujours, c'est l'enseignement où des tas de gens décrochent, c'est la discrimination.
Il y a encore toujours beaucoup de discrimination, que ça soit sur le nom, la couleur de peau. Alors, il n'y en a pas sur la couleur des yeux, heureusement. Je ne sais pas pourquoi la couleur de peau et pas la couleur des yeux, d'ailleurs. Hein, c'est très curieux, parce que génétiquement, c'est la même chose. Donc, mais ça veut dire que c'est... Ou alors sur la façon de parler aussi. Il y a des gens qui ont fait plein d'études, mais ils n'ont pas un bon accent, et on les engage pas parce qu'ils n'ont pas un bon accent. Tout à fait. C'est quelque chose quand même d'inadmissible. Enfin, je veux dire, il y a des choses qu'on doit vraiment mettre en place, qu'on doit rendre punissables, vraiment, hein, pénalement punissables. Vous avez aussi fait une proposition de la création, de la mise en place d'un Parlement citoyen. De quoi il s'agit? Oui, toujours le Parlement citoyen. Alors le Parlement citoyen, encore une fois, j'en réfère au G1000, j'en réfère à mon site, mais le Parlement citoyen, c'est vraiment pour que dans le processus législatif, excusez-moi si je parle technique, mais donc entre le travail qui se fait par les experts et la commission au Parlement et finalement le vote en séance plénière, il faut qu'on introduise les citoyens pour que les citoyens puissent, comment est-ce que je peux dire, cracher leur venin sur la proposition de loi. Ou influencer la Alors, il faut des citoyens. D'abord, il faut des citoyens, forcément des citoyens volontaires, qu'on doit les recruter. Hein. Il ne faut pas juste attendre que les gens viennent, il faut aller les recruter. Pour s'assurer, alors par tirage au sort, d'avoir un Parlement citoyen représentatif. Des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des juifs, des athées, des diplômés, des avocats, des médecins, des fonctionnaires, des entrepreneurs. Il faut des chômeurs, pourquoi pas aussi des SDF. Donc, il faut un Parlement représentatif pour que tous ensemble, il y a une méthode pour ça. Elle est enseignée à l'UCL, à l'ULB. Il y a une méthode notamment de professeur Majou Ansot. Finalement, les gens qui sont pas d'accord, une fois qu'ils discutent selon une certaine méthodologie, eh bien finalement, ils se mettent d'accord, même s'il y a parfois des experts qui doivent venir trancher certains points, et finalement, ils arrivent à des textes de loi auxquels finalement tout le monde adhère. Et ça, c'est très important d'avoir des lois auxquelles tout le monde adhère, parce que quand les gens n'adhèrent pas aux lois, vous savez, moi, je connais des gens, ils voient des lois fiscales, ils disent c'est quoi cette fiscalité, je n'adhère pas, et puis ils trouvent tous les moyens de tricher. Ou des lois dans la technologie, les gens, ils travaillent sur l'ordinateur et ils dévient des lois. Donc aujourd'hui, pour que les gens obéissent à la loi, il faut qu'ils y adhèrent. Et pour qu'ils y adhèrent, il faut demander leur avis. Tout à fait. Et ça veut dire que dans la tête d'un seul politicien, écoutez, mais moi j'ai des amis, ils sont élus, mais je comprends qu'ils ont la tête qui explose. Hein. Ils ont les jeunes qui viennent demander ça, les femmes qui viennent demander ça, les juifs qui viennent demander encore autre chose, les musulmans encore autre chose, les chrétiens qui n'osent pas toujours demander parce qu'ils disent on va pas trop demander. Enfin donc il y en a qui viennent crier très fort. Hein. Oh, oui, on vient faire des manifestations, ils arrivent des pétitions. Il y en a d'autres qui disent on va même plus aller demander, ça vaut plus la peine. Et donc les politiciens, ils ont la tête qui explose. Donc, ça veut dire ce que nous on propose, c'est un Parlement citoyen où tous ces gens avec des idées diverses viennent ensemble et selon une méthodologie travailler ensemble, qui a fait ses preuves. Hein, d'ailleurs, dans toutes les multinationales, on utilise ça aujourd'hui. Hein. Il y a des entreprises où il n'y a plus de directeur. Hein. Ça marche très bien. Hein. C'est les gens qui ensemble décident. Donc, il n'y a plus besoin que les parlementaires soient les chefs. Pourquoi? C'est les citoyens qui devraient être les chefs dans une démocratie. Démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Et donc, moi, en réalité, c'est vraiment un des points importants du programme. On voudrait mettre en place, au moins commencer, je sais bien, des politiciens qui vont sûrement avoir peur de ça. On peut commencer au début, que ça soit consultatif. Enfin, d'ailleurs, il y a des choses qui se font aujourd'hui, même à la région bruxelloise. Hein, ils font le panel citoyen, ils appellent ça. Donc, ils interrogent déjà des citoyens. Hein. Mais moi, je veux carrément que les citoyens, le Parlement citoyen, soient dans le processus. Pour faire une loi, il faut que ça passe par le Parlement citoyen. Oui. Alors une dernière question. Je vous demande en fait de vous adresser alors aux citoyens, ici en l'occurrence à la ville de Bruxelles où vous êtes candidat et à Liège, dire un dernier mot, pourquoi voter Salem? Oui, alors pourquoi voter Salem? Je crois que déjà les gens aujourd'hui, ils savent bien que peu importe qui on vote, les gens ils font plein de promesses et puis finalement ils votent contre. L'exemple de l'abattage privé, c'est un exemple. Hein. Il y a des tas de gens qui disent non, on va vous défendre, on va vous défendre, et puis finalement ils votent pour interdire ce qu'ils avaient promis de défendre. Donc aujourd'hui, les partis traditionnels, ça marche plus. Ça marche plus parce que les débats, ils sont coincés à l'intérieur des partis. Donc, je crois que réellement, il y a besoin dans le paysage d'un parti qui ose revendiquer que les croyants ont aussi
la parole à côté des économistes, des scientifiques, etc., mais que les croyants aussi ont la parole. Hein. Et je crois que c'est vraiment le moment de le faire. Nous sommes à Bruxelles 1000, mais nous avons des antennes déjà dans des tas d'autres communes à Bruxelles, mais même à Liège, en Flandre, enfin, il y a des tas de partenariats. Il y a des gens qui maintenant se taisent, ils disent non, on va d'abord se faire élire avec un autre parti, et après on rejoindra. Mais donc, il y a réellement besoin, ça. Dans l'échiquier politique, il n'y a pas de centre citoyen. Il n'y a pas quelqu'un, un parti, qui a pour philosophie, pour dogme, d'écouter les citoyens avant d'écouter les grands groupes et d'écouter aussi ce sujet que les croyants C'est ont parfois. une autre manière de faire de la politique, à votre avis? Oui, vous savez, à l'heure aujourd'hui des smartphones, écoutez, c'est tout à fait illusoire de croire qu'on peut voter pour donner un chèque en blanc pendant 5 ans. C'est quoi? On vote. Écoutez, demain, Trump il disparaît, c'est un autre président américain. Il y a peut-être plein de choses qui vont changer. Peut-être celui pour qui on a voté, il aura un point de vue tout à fait opposé à ce qu'on veut nous. Donc, il faut absolument permettre aux citoyens de pouvoir réagir beaucoup plus vite. Il n'est pas possible de demander aux citoyens, tu votes pour 5 ans, et puis pendant 5 ans, tu te tais. Tu n'as plus rien à dire. Ça n'est plus autorisé. Oui, Hussein, le dernier mot, pourquoi le problème à Liège, qu'on voit malheureusement les mêmes figures. Ça fait 20 ans, les mêmes personnes qui se présentent pour les élections. Et voilà, malheureusement, nous, on a un programme pour défendre le voile, pour les personnes qui vont faire le voile. Et on va faire notre fête de sacrifice comme tout le monde. Comme les Juifs, par exemple, ils ont leurs droits. Non, on n'a pas de droit. C'est pour ça on dit, pour les personnes qui vont voter pour nous, on a un bon programme. On va demander notre droit de voile, et la discrimination, et pour la fête du sacrifice. Ok. Merci d'avoir participé à cette émission, Michel Dardenne. Merci Laucine Belley d'avoir participé. Madame, Monsieur, c'est ici que se termine notre émission. Et à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis.